Nous allons donc nous concentrer sur certains d'entre eux avec comme intervenant, alors je ne sais pas dans quel sens commencer, dans quel ordre, peut-être de ouest en est, disons, donc Mimi Podkrižník, qui est journaliste au grand quotidien slovène Delo et correspondante à Ljubljana du Courrier des Balkans. Alors, si on avance ensuite, on pourrait arriver à Belgrade avec Milica Čubrilo-Filipović, qui est à la fois une ancienne ministre, ancienne diplomate, journaliste expérimentée de longue date, qui travaille pour différents médias français et qui est également correspondante du Courrier des Balkans à Belgrade. Toujours à Belgrade, Simon Ilse, qui est le directeur du bureau de Belgrade de la Fondation Hendrik Böll, un bureau, si je ne me trompe pas, qui couvre la Serbie, mais également le Monténégro, le Kosovo, non, et pas l'Albanie. L'Albanie ne dépend pas des rattachés au bureau de Sarajevo, c'est cela. Et puis donc un petit peu plus au sud, on va dire, on va faire une boucle géographique, Belgzim Kamberi, qui couvre le Kosovo, qui anime notamment l'Institut de recherche politique Mucine Kokalari à Pristina, qui en même temps physiquement se trouve être dans sa ville d'origine de Preševo, où il est confiné depuis le début de l'épidémie, donc dans le sud de la Serbie, mais à la frontière avec le Kosovo. Et Belgzim est également, depuis fort longtemps déjà, le correspondant du Courrier des Balkans au Kosovo. Et puis, en continuant notre boucle, on va redescendre sur les rives de l'Adriatique, en Albanie, avec Hilda Mar, qui est à la fois journaliste, animatrice de différentes ONG. Elle travaille notamment pour la revue Arte Trashgimi et c'est aussi la correspondante du Courrier des Balkans à Tirana. Alors cela veut dire, cette présentation veut dire que nous n'aurons pas malheureusement de panélistes venus de Macédoine du Nord, de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie ou des autres pays voisins. C'était pas possible de réunir tout le monde, ça aurait été beaucoup trop long. On va essayer néanmoins à partir, en se focalisant sur ces pays, l'Albanie, le Kosovo, la Slovénie, la Serbie, d'essayer malgré tout de tirer un petit peu des logiques, des dynamiques régionales sur l'ensemble de l'Europe du Sud-Est. Alors, pour terminer cette introduction, deux choses, bien évidemment. Il y a un paradoxe, que tout le monde connaît, qui est que on craignait le pire quand l'épidémie a commencé à toucher l'ensemble de l'Europe et notamment les Balkans, parce que dans tous les pays d'Europe du Sud-Est, les systèmes de santé sont en très très mauvais état, les hôpitaux ont été laissés à l'abandon, sans investissement depuis des années, les personnels de santé, les médecins, les infirmières, tous ceux qui permettent de faire fonctionner un hôpital sont pour beaucoup d'entre eux partis, notamment dans les dernières années, vers des destinations plus occidentales, l'Allemagne, l'Autriche, où ça peut aussi être des exodes intra-régionaux, de Macédoine du Nord vers la Croatie, par exemple, quand les Croates eux-mêmes partent vers l'Allemagne, une forme de migration en ricochet. Tout le monde redoutait donc le pire, et le constat, c'est que d'un point de vue strictement sanitaire, le scénario du pire ne s'est pas confirmé. Le bilan humain sanitaire du coronavirus dans les Balkans demeure relativement limité, même alors avec des pays comme la Slovénie, proche de l'Italie du Nord, où on pensait vraiment que le pire allait se produire, jusqu'à des pays qui ont presque, qui ont en tout cas, je ne dis pas échappé, mais en tout cas qui ont connu une forme très légère d'épidémie, comme le Monténégro ou même le Kosovo. Il y a aujourd'hui, à ce jour, deux pays qui ont officiellement annoncé la fin de l'épidémie. On va en reparler, c'est la Slovénie et le Monténégro depuis hier. Mais en même temps que le bilan sanitaire de l'épidémie est donc resté étonnamment moins grave, moins lourd que ce que l'on pouvait redouter, le bilan politique, économique, social, les conséquences de l'épidémie sur les sociétés, sur les systèmes politiques, sur les libertés publiques et individuelles, lui, risque d'être extrêmement lourd. Et c'est sur ces aspects-là que nous allons ce soir nous focaliser. Peut-être pour commencer, je pense qu'il serait néanmoins important de faire un petit tour d'horizon du bilan sanitaire dans les différents pays. Est-ce que Mimi Podkrižník pourrait commencer, par exemple, Mimi? Oui, bien sûr, bonsoir. Euh,
bien que la Slovénie ait proclamé la première en Europe, je pense, à la fin de l'épidémie de Covid-19 sur son territoire, c'était le 14 mai, donc au milieu du mois de mai. On a peur que le combat ne soit pas fini, hein, que la joute n'est pas close. Hein. Au vu des statistiques, on pourrait être satisfait, entre guillemets, parce qu'on peut dire même qu'on a bien géré la crise sanitaire, car la Slovénie a enregistré 109 décès et environ 1500 cas de coronavirus. Et on teste vraiment beaucoup. On est en train de le faire toujours. Hein, et on réalise plus de 39 tests par million d'habitants, ce qui est beaucoup. Mais par exemple, hier, on a découvert 2 nouvelles infections et on redoute un nouveau foyer de contagion, voire une nouvelle vague de contamination comme partout. Donc, rien n'est gagné. Mais sans entrer dans le détail, on pourrait dire que les Slovènes ont sagement respecté les règles et les recommandations très strictes de confinement, qu'ils se sont montrés à la hauteur de ce défi mondial. Et maintenant que la vie reprend son cours, on est invité à respecter quelques gestes assez simples comme se laver, se désinfecter régulièrement les mains, respecter une distance de moins 1 mètre et demi avec les autres. Même le port de masque n'est plus obligatoire ou invité à travailler à distance. Et il ne nous est pas permis de lire les journaux et les magazines dans les bars et les cafés. Car d'après l'Institut de santé publique slovène, le papier n'est pas sans danger pour la transmission du virus. Je ne suis pas sûre que ce soit L'interdiction de lire les journaux pour raisons sanitaires. de problèmes aux médias. Donc, on peut dire en bref que malgré la proximité de l'Italie, le premier foyer de contamination au traité de Wuhan de l'Europe, on a bien maîtrisé la crise sanitaire. Donc, la liberté est devenue de plus en plus la règle, l'interdiction constituée. Voilà, c'est ça ce que je pourrais dire. Merci Mimi. Peut-être la Serbie avec Milica? Oui, bonsoir tout le monde. Alors en Serbie, officiellement, la fin de l'épidémie n'a pas été proclamée, même si l'épidémiologiste en chef et membre de la cellule de crise, le professeur Predrag Kon, a aujourd'hui dit qu'il était temps de penser à vraiment annuler toutes les mesures, mais qu'il fallait attendre tout de même 28 jours sans nouveau cas pour avoir une confirmation. Alors, à ce jour, 11 454 personnes ont été contaminées, 6 700 guéries et 245 décédés. L'état d'urgence a été complètement levé. Il y a déjà plus d'1 mois. Il n'y a plus de couvre-feu non plus depuis 1 mois. Je souligne qu'en Serbie, ce sont les mesures sans doute les plus drastiques qui ont été adoptées au pic de la crise. Donc, on avait un couvre-feu qui allait de 12 heures à parfois 3 jours de suite, les week-ends. Et les populations de plus de 65 ans étaient assignées à résidence quasiment complètement. Donc aujourd'hui, ces mesures-là ne sont plus valables. Quasiment tous les hôpitaux Covid ont été fermés. Les réunions publiques sont autorisées jusqu'à 1000 personnes. Donc la vie reprend son cours. Les frontières ont été réouvertes et le transport aérien est en cours de normalisation. Alors maintenant, les autorités rendent également possible les tests aux anticorps en Covid-19. Par contre, c'est aux citoyens de régler par eux-mêmes leur coût, qui est de 60 € quand même. De manière générale, les Serbes ont aujourd'hui adopté une attitude plutôt décontractée, je dirais. Quasiment plus personne ne porte de masque.
quasiment plus personne ne respecte les mesures de distance. Merci Mélissa. Je me permettrai juste d'ajouter un mot. Des mesures très strictes, il faut rappeler, pour tous ceux qui nous écoutent, que dans pratiquement tous les pays de la région, les mesures ont été plus strictes, mettons qu'en France, avec ces couvre-feux qui ont duré des gros week-ends entiers. On les a eus non seulement en Serbie, mais également, par exemple, en Macédoine du Nord. C'est donc une tendance, je dirais, où l'interdiction des déplacements entre les villes a aussi été systématisée, je pense à la Croatie ou à d'autres pays de la région. Donc souvent, les mesures ont tout de même été très strictes. Peut-être Belzim pour nous parler de la situation au Kosovo. Oui, bonsoir à tous. D'abord, pour revenir à ce que tu disais, au fait, le Kosovo, lui, il a eu la chance de ne pas avoir d'état d'urgence et que, au fait, les mesures étaient un peu moins strictes, disons, que par exemple en Serbie ou même en Albanie, parce qu'en Albanie aussi, les mesures étaient assez strictes. Après, la particularité du Kosovo, c'est que le Kosovo, en pleine pandémie, a connu une lourde situation politique de forte polarisation entre les institutions principales du pays, entre le président de la République, M. Hashim Thaçi, et surtout le Premier ministre Albin Kurti. Et ceci, donc, entre-temps, en pleine pandémie, donc le problème, c'est que le gouvernement a été donc dissolu et il n'y avait pratiquement plus de parlement fonctionnel qui pouvait approuver les lois qui revenaient sur la gestion de la pandémie, quoi. Et ceci est un vrai problème et nous sommes revenus dans une situation où principalement la gestion de la crise de la pandémie est revenue uniquement au ministère de la Santé. Donc c'est pratiquement seul le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut public de la santé, qui a coordonné pratiquement toute la gestion de la pandémie. En ce qui concerne les chiffres, heureusement les résultats sont assez positif parce qu'il y a environ 1100 infectés aujourd'hui au Kosovo, avec environ 850 personnes qui ont été soignées et 30 décès en général. Donc, en grosso modo, les seules, si on peut dire, les mesures restrictives qui étaient, c'était une limitation de liberté de circulation pour les citoyens qui était catégorisée en 90 minutes par jour pour les différentes couches de la société, quoi. Mais malheureusement, même cette question-là a été revenue à une bataille constitutionnelle parce qu'il y avait une bataille entre le président et le Premier ministre. Le président insistait pour proclamer l'état d'urgence, alors que le Premier ministre n'acceptait pas et est resté sur sa position de proclamer seulement l'urgence sanitaire. Et ces questions-là sont revenues aussi à la Cour constitutionnelle qui après donc a qualifié que les mesures du gouvernement étaient anticonstitutionnelles. Mais ce que je veux dire en général, c'est que la crise a été bien gérée et que, évidemment, peut-être qu'on en reparlera plus tard, évidemment qu'il y a aussi des questions, des pistes à se reposer si justement le paquet social, le paquet et les conséquences, le plan du gouvernement était-il assez économique ou plutôt social. Je pense qu'on va en revenir peut-être plus tard, mais en général, on peut dire que le Kosovo s'est bien on s'est retrouvé, surtout comparé aux pays voisins, il était beaucoup moins strict dans ses mesures. Et on peut dire qu'il avait principalement assez plus de liberté sur la vie publique que dans les pays voisins. Et pourtant un bilan, au bout du compte, qui reste faible, plus faible qu'en Serbie, mettons par exemple, ou qu'en Macédoine du Nord. Assez faible. Et surtout, au début, le Kosovo avait assez de soucis comparé au grand nombre de sa diaspora. Vous savez très bien qu'il y a un fort taux de population kosovare qui vit dans la diaspora et que principalement les premières infections et contaminations sont venues des gens qui vivaient dans la diaspora. Et heureusement à ça, le Kosovo a répondu assez vite parce que même s'il y avait des mesures modérées en début mars, il y a eu un verrouillage total vers fin mars, quoi. Et je pense que les frontières ont globalement été assez bien contrôlées. Et donc les gens, même certains qui pouvaient revenir de la diaspora, étaient assez bien contrôlés et les frontières étaient assez bien contrôlées dans cet aspect-là, quoi. Donc malgré ce fort taux de la diaspora kosovare, en général, on peut dire que le Kosovo s'en est bien sorti, et surtout malgré le manque de coordination totale entre les institutions et le manque de cohésion politique. Peut-être que dans les autres pays, je ne sais pas comment c'était, mais au Kosovo, il n'y avait aucune cohésion et collaboration
entre les partis politiques, entre les groupes parlementaires, entre la position et l'opposition. Donc, dans une situation de chaos pratiquement politique, on peut dire que le Kosovo s'en est assez bien sorti. Et l'Albanie alors, Hilda? Bonjour tout le monde. L'Albanie, bon, le coronavirus, donc toute la période, bon, au contraire du Kosovo, a donné quand même une cohésion dans la classe politique qui se trouvait déjà dans le débris. On avait une crise politique assez forte et en même temps, on venait de subir 2 tremblements de terre. Donc, vous vous souvenez, et l'État s'était carrément déjà passé un état d'urgence avec les tremblements de terre et avec les gens logés dans les tentes. Donc le coronavirus, c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour le gouvernement albanais, mais pour le peuple aussi. Donc le gouvernement a vraiment pris des mesures très strictes, je pourrais dire même strictes que le Kosovo et les autres pays de la région. Avec des week-ends très longs que vous avez mentionné tout à l'heure, qui commençaient le vendredi soir jusqu'à lundi matin. Donc, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Au début, c'était complètement interdit. Après, petit à petit, il y a eu des petites mesures. Donc, le confinement a commencé le 11 mars. Donc, les premiers cas qui étaient importés d'Italie, c'est de là où ils venaient. C'était les premiers cas détectés, donc ils disent que c'était le 9 mars. Et immédiatement le 11, le Premier ministre a fermé, donc a déclaré l'état d'urgence. C'était aussi des demandes sans cesse de l'opposition albanaise qui demandait à tout prix qu'il y ait l'état d'urgence. Donc, à chaque fois, il y avait des propositions assez constructives de l'opposition et le gouvernement les mettait en place. Donc, ça, c'était le pandémie de coronavirus a quand même mis une sorte de collaboration virtuelle entre l'opposition et la majorité en Albanie. Donc, un aspect positif de la pandémie. Donc, maintenant, depuis le 1er juin, l'Albanie est rentrée dans la phase finale du déconfinement. Donc, la vie, c'est presque normale. Il y a des cas quand même. Depuis les 3 dernières semaines, on a 20-25 cas par jour d'infection. C'est souvent des liens avec des personnes infectées ou où par exemple il y a eu des médecins aux hôpitaux, donc aux hôpitaux centre universitaire Mère Teresa. Donc là, on a eu des médecins et des infirmières infectés, donc des gens qui étaient déjà dans les environnements infectés. Donc, en tout, on a eu 1164 cas au total infectés, dont seulement 3 sont décédés. Le reste actifs dans le pays, pour le moment, sont seulement 240 cas, mais qui montrent qu'il y a très peu de gens qui ont des symptômes, donc 24 patients hospitalisés. Le reste, malgré tout ça, malgré cette normalité qu'il y a dans le pays, le Premier ministre avec la ministre de la Santé hier, ils ont inauguré un nouvel hôpital à Tirana, le Covid-4, donc qui est prévu pour servir pour quarantaine, pour la saison touristique ou peut-être pour une deuxième vague en automne. Par contre, les frontières terrestres sont ouvertes, la vie a repris, comme j'ai dit normalement. Il n'y a qu'une restriction sur les activités culturelles. Les rassemblements encore sont en vigueur, donc il y a... Et sinon, toute la vie est en cours de normalisation. La saison touristique est ouverte. Ils ont prolongé la saison touristique jusqu'au mois de novembre, puisque là, le mois de mai était fermé. Donc, voilà. Et petit à petit, on attend à partir du 15 juin de commencer aussi les transports aériens. Merci Hilda. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent là sur le chat. Peut-être qu'on prendra les questions dans un second temps. On va continuer un petit peu ce tour d'horizon. J'en profite pour rappeler une chose, puisque notre webinaire est également diffusé sur Facebook, en Facebook Live. Pour pouvoir intervenir, poser des questions,
il faut bien sûr vous inscrire sur Zoom. Si vous restez sur Facebook, vous êtes condamné à une attitude plus passive. Mais bon, ça peut être aussi un choix. Chacun, bien évidemment, est libre de nous suivre comme il l'entend. Mais si vous voulez poser des questions, il faut passer sur Zoom. Je rappelle pour le coup à ceux qui sont arrivés en cours de route que ce webinaire est organisé par le Courrier des Balkans avec le soutien et l'aide de la Fondation, du Bureau de Paris et de la Fondation Henrik Böll. J'en profite aussi pour rappeler quelque chose d'important qui est depuis quelques heures, depuis cet après-midi, le Courrier des Balkans vient de lancer une offre d'abonnement promotionnel qui permet de s'abonner pour 1 an, d'avoir accès à l'ensemble des contenus du site pour 1 an, pour 30 € au lieu de 60 €. Ça fait partie, je dirais, de notre effort à nous pour contribuer à alimenter les réflexions sur les Balkans après le coronavirus. Donc, bien évidemment, au-delà de cette discussion, la réflexion, les informations vont continuer, notamment sur le courrier ou avec nos amis de la Fondation Henrik Böll. Je voudrais en venir maintenant à ce point des mesures liberticides qui ont été prises dans plusieurs pays, notamment contre les médias. Je ne sais pas qui veut commencer, mais il y a eu toute une série d'attaques directes contre des journalistes, contre des médias, souvent au nom de la dénonciation des supposées fake news. Ça a souvent été le prétexte utilisé par les gouvernements pour faire voter des mesures d'exception. On a aussi eu, peut-être on pourrait commencer par là, par la Slovénie avec Mimi Podkrejnik. On a eu tout de même là aussi un contexte politique particulier avec l'arrivée au pouvoir juste au début de l'épidémie d'un nouveau gouvernement de droite, j'ai envie de dire musclé, dur. Le Premier ministre Janez Janša ne me contredira pas si je dis qu'il est très proche et très fier d'être proche de Viktor Orban, son homologue hongrois. Donc, durant ces 2 mois, on a vu tout de même un florilège de déclarations assez incendiaires, notamment contre les médias en Slovénie. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, Mimi ? Monsieur, notre Premier ministre a pris le pouvoir le 13 mars, après la démission de l'ex-Premier ministre Marian Šarec et son équipe gouvernementale. Donc, autrement dit, on a eu notre 14e gouvernement dans un contexte anormal et inimaginable il y a quelques mois, mais malgré cette normalité, le nouveau gouvernement n'a pas oublié, par exemple, l'épuration obligatoire des cadres d'hier. Entre autres, il a immédiatement évincé la directrice de la police, la directrice générale de la police, aussi bien que la chefesse de l'état-major de l'armée slovène et tant d'autres. Donc, donc, il s'est attaqué tout de suite au journalisme. Il a fait de nouveau, il a déclaré la guerre aux médias, surtout à la télévision nationale. Car tout le monde ici en Slovénie se souvient de sa guerre contre la prostitution. Il a utilisé ce mot valise il y a quelques années. Alors, dans l'opposition, il avait insulté 2 de nos collègues de la télévision nationale, les traitant de menteuses et de vieilles prostituées. Donc, maintenant, il manifeste encore une fois, surtout dans son compte Twitter, son caractère primaire, voire sa grossièreté, son inculture. Il a clamé que la télévision nationale propageait des mensonges. Si je le cite, il a tweeté « On vous paie pour que vous informiez le public et non pas pour le tromper. Évidemment, vous êtes trop nombreux et trop bien rémunérés. » Donc, évidemment, l'association des journalistes slovènes et la direction de la télévision slovène ont réagi immédiatement en considérant la déclaration comme une menace. Donc, le yanchisme, si je peux utiliser ce terme, ne cesse de lier la télévision nationale, mais aussi les grands médias au communisme en tant que relique de l'ancien régime. Et ce mépris des médias au sein du pouvoir actuel est tel qu'une lettre ou bien un télégramme diplomatique émanant du bureau du gouvernement de la République de Slovénie pour la communication a été envoyé au Conseil de l'Europe au nom du ministère des Affaires
Et dans cette lettre, dans ce télégramme diplomatique, on critique une grande partie des médias slovènes, mais en oubliant de mentionner le réseau médiatique parallèle qui soutient sans faille le Parti démocratique slovène, dirigé par Janez Janša, et dont on dit qu'il est financé par les capitaux hongrois grâce à la proximité de M. Janša avec le Premier ministre Viktor Orbán. Donc, on peut dire que la guerre est déclarée. Dans ce contexte, il faut peut-être aussi préciser que cette lettre envoyée au Conseil de l'Europe est une réponse à Mme Dunja Mijatović, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui a récemment fustigé la Slovénie comme un de ces pays où le travail journalistique est sous pression. Ce n'est pas du tout un compliment. Lorsque la Slovénie voisine avec la Hongrie, la Russie, la Turquie, la République tchèque, la Roumanie et l'Azerbaïdjan, ce qui est tout de même, comme le disent certains, il faut le dire aussi, un peu exagéré. Mais la lutte idéologique des pouvoirs et des rapports de force est claire et il n'est pas sans conséquences, car le peuple se déchire cruellement sur les réseaux sociaux. Ça c'est clair. Ouais. Merci Mimi. Peut-être Milica sur la situation en Serbie? Alors, en Serbie, la situation des médias est très mauvaise et problématique depuis un certain nombre d'années déjà. Donc là, cette crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer les choses ou montrer encore un petit peu plus l'attitude des autorités vis-à-vis de la liberté de penser et celle des médias. Donc, il faut rappeler que la majorité des médias sont sous le contrôle des autorités, directes ou indirectes, notamment la télévision publique et quasiment toutes les télévisions à fréquence nationale, sauf une télévision indépendante. Alors, pendant le pic de l'épidémie, la propagande a véritablement été à son comble. Le président Vučić a mis en scène littéralement sa gestion de la crise en permanence en livrant le matériel médical lui-même devant caméra, se présentant de manière générale en sauveur de la nation. Les conférences de presse étaient quasiment quotidiennes, pendant lesquelles c'était la plupart du temps le président lui-même qui intervenait, qui alternait les larmes aux menaces, les cris, le désespoir. Il y a eu vraiment une théâtralisation de la gestion de la crise et les journalistes qui ont posé trop de questions qui fâchent ont été interdits. La présence des journalistes aux conférences de presse a été interdite à un moment donné. Ceux qui ont persisté à informer et à faire leur travail en ont fait les frais. Il y a eu des journalistes qui ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux, notamment de l'hebdomadaire indépendant Vreme. D'autres ont été arrêtés, placés en garde à vue. Par exemple, Ana Lalić du site indépendant Nova.rs qui a fait un reportage sur les conditions de travail du personnel hospitalier en Voïvodine. Tatiana Lazarević du seul média indépendant du nord du Kosovo, qui est, je le précise, le nord du Kosovo sous contrôle de Belgrade, et ben elle a été arrêtée, elle aussi, placée en garde à vue pendant un certain nombre d'heures, seulement, entre guillemets, mais suffisamment pour lancer le message essentiel qui était de demander aux journalistes de finalement ne pas faire leur travail. Donc le résultat, c'est que ceux qui faisaient leur travail de journaliste ont tout de même continué, mais ce nombre a été encore plus réduit que d'habitude. Et Freedom House a notamment, dans son dernier rapport, constaté que la Serbie continue d'être en déclin constant d'état de droit, et notamment en matière de liberté de la presse.
Et Freedom House a déclaré a estimé que la Serbie n'était plus une démocratie en transition, mais un régime hybride. Je crois que c'est la formule Oui. utilisée par cet institut américain. Mm. Il y a une chose, moi encore, qui me surprend, c'est comment partout il y a eu une extrême personnalisation de la communication qui finalement a mis totalement sur la touche les institutions normales de fonctionnement démocratique des pays. J'ai envie de penser à l'Albanie, là pour le coup, Hilda, avec même Absolument. très souvent des décisions essentielles qui étaient annoncées sur le compte Facebook ou le compte Twitter du Premier ministre, ce qui est tout de même pas, je crois, la voie Justement, c'est ce que j'allais dire, qu'il n'y a pas que la Serbie qui a une père de la nation, nous avons aussi un sauveur et que cette épidémie a permis à notre Premier ministre de se poser un peu en sauveur de la nation albanaise. Donc, c'était toujours lui-même, pendant toute l'épidémie, qui faisait directement de son Facebook, directement de son compte Twitter, passé. Donc, il a remplacé en quelque sorte le journal officiel par ses annonces Facebook. Donc, ceux dont la population n'avait pas de Facebook ou Internet ne pouvaient pas s'informer que demain, donc il passait par exemple il y a 2 semaines, à 21h du soir, le vendredi soir, il a annoncé que demain c'est fermé. Donc, tout le week-end c'est fermé, sans voiture, personne ne bouge. Donc, les gens croyaient que les mesures de déconfinement commençaient. Donc, mais je voulais rappeler aussi une étude de la fondation allemande Friedrich Ebert, où il justement mentionnait ça, que le Premier ministre socialiste albanais profite de l'état d'urgence pour s'arranger de nouvelles prérogatives justement en se présentant comme sauveur de la nation et en annonçant personnellement chaque nouvelle pour empêcher la propagation du virus. On a eu même une vidéo envoyée par message SMS, par MMS, une vidéo du Premier ministre qui disait à la population « lavez les mains ». Il faut se laver les mains. Donc, ça, c'était aussi, c'est rentré un peu, mais malgré tout ça, voilà, donc ça a mis, donc, pendant cette période où il disait ne pas sortir, prendre soin de leur famille, ne pas oublier de laver les mains, il a essayé que pendant la pandémie aussi, de faire taire quelques voix critiques. Donc, on sait très bien, donc, la grande affaire, donc, ils ont, pendant, justement, en pleine pandémie, ils ont démoli le Théâtre national de Tirana. Quelques jours auparavant, ils ont fermé Ola News, une télévision qui était un peu dans l'opposition, très critique par rapport aux mesures et par rapport à l'action gouvernementale. Et justement, la raison, c'était pour le non-respect des règles de confinement sur les plateaux télé des invités. En même temps, pendant le pic de la pandémie, le gouvernement a passé un certain nombre d'appels d'offres secrets en engageant des fonds publics sans aucune transparence. Donc, ce sont vraiment des questions dont, notamment aussi, non seulement les journalistes, mais aussi l'opposition a demandé, mais qu'il n'y a pas eu encore une suite par rapport à ça. Oui, durant la pandémie, les affaires continuent, et encore mieux s'il n'y a plus de médias aussi, comme l'affirme l'Institut sanitaire slovène, le papier est tellement Absolument. dangereux qu'il faut éviter de lire les journaux. On a vu aussi à Tirana, pendant la pandémie, plusieurs maisons anciennes, historiques, ont été démolies Oui, il et n'y a pas que le la théâtre. place aux nouvelles tours. Il n'y a pas que le théâtre, la Il n'y destruction a de pas que le théâtre. Tirana se poursuit. Peut-être Simon Hills du bureau de Belgrade de la fondation donc Henrik Böll, notre partenaire, peut-être pourrais-tu nous donner un petit tableau, déjà peut-être évoquer aussi un pays dont on n'a pas encore parlé, qui est le Monténégro, où là aussi il y a eu, je crois, des mesures très, très liberticides prises, et puis peut-être mettre ça dans un contexte un peu régional. Oui, merci Jean-Arnaud. Bonsoir tout le monde. Comme ça a été déjà dit et bien décrit par les co-participants, je pense qu'on a vu vraiment deux tendances. D'une, sur le niveau sanitaire, la crise de coronavirus Covid était assez bien gérée dans la région des Balkans. Et en fait, le confinement a montré des résultats assez OK. On n'a pas vu des scénarios espagnols ou italiens trop graves comme
pensait au début peut-être. Deuxièmement, on a vu quand même une autre tendance, et ça c'est très clair pendant cette pandémie, et c'est la tendance que certaines choses qu'on a déjà vues, des tendances autoritaires, des inégalités entre couches de société, des conflits politiques entre des différents pays de la région, se sont aggravés pendant la crise. Et je dirais le comble en fait de ces problèmes, c'était vraiment probablement l'état d'urgence en Serbie qui a été déclaré sans base vraiment constitutionnelle et l'annonce des élections maintenant en Serbie pour le 21 juin. La campagne vient de commencer avant-hier. Et deuxièmement, le Kosovo qui a perdu quand même son gouvernement progressiste pendant cette crise, qui était peut-être vraiment pas le moment de faire un vote de non-confiance à ce moment-là, aussi critique, même si je pense que ce dernier exemple n'est pas une conséquence directe de la pandémie, mais a bien sûr une histoire déjà bien en avant, et je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le dialogue, comment ça a été joué aussi entre les Européens et les Américains. En tout cas, comme avec la formation aujourd'hui du nouveau gouvernement, on a vu que Kurti est tombé, et du coup avec lui un gouvernement qui est fortement soutenu par la population kosovare. On vient de voir des sondages qui sont jamais vus en Kosovo, une acceptation pour ce dernier gouvernement incroyable, et un soutien pour son Premier ministre et la porte-parole du Parlement. Mais en tout cas, voilà, on verra ce que ça va donner maintenant au Kosovo prochainement. Sinon, dans la comparaison régionale, on peut, comme j'ai dit, on a vu vraiment des tendances s'aggraver. En Monténégro, ça a été assez soft de manière générale, le virus. On a vu bien sûr un grand problème avec les données personnelles. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le virus qui se sont retrouvées avec adresse et numéro de téléphone sur des sites web gouvernementaux. Pour dire, voilà, attention à ces personnes-là, ils doivent rester à la maison. C'est une sorte de manière de rendre toute la population une genre de police, si vous voulez, et de vraiment faire en sorte que tout le monde puisse dénoncer à tout moment. En Bosnie, je ne suis pas expert, je me concentre vraiment sur mes trois pays, Serbie, Kosovo et le Monténégro, pour lequel mon bureau a un mandat, mais on a bien sûr vu l'affaire très connue de respiratoire, affaire de la respiratoire, où un haut membre du gouvernement était directement impliqué dans une affaire de corruption pour contracter des respiratoires pour la Bosnie. Mais bonne nouvelle, il a été arrêté et encarcelé, je pense, récemment. Et voilà, on verra la condamnation. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit peu les tendances. Mais on voit bien, peut-être une autre observation, le rôle des institutions démocratiques ou constitutionnelles. Au Kosovo, on a vu une activité incroyable du cours constitutionnel dans les dernières semaines et mois, avec les questions qui partaient de l'état d'urgence jusqu'à maintenant la question du mandat pour former le gouvernement. En Serbie, justement cette question de qui a le droit de déclarer un état d'urgence, le cours constitutionnel de la Serbie ne voulait même pas traiter la question. Il reste complètement impertinent ou il n'est jamais vu en fait en Serbie. Et ça, c'est très différent. On voit bien quand même une différente système institutionnel grandi au Kosovo comme comparaison. Voilà, je laisse là-bas.
Merci Simon, mais je crois que c'est un petit peu la même tendance pour le coup entre la Serbie et le Monténégro, où là aussi la Cour constitutionnelle et le Parlement au Monténégro ont été totalement absents, Oui, n'ont pas travaillé durant pratiquement les 2 premiers mois ou les 6 premières semaines de l'épidémie. À oui. propos de la crise au Kosovo, est-ce que Belzim, tu voudrais rajouter quelque chose? Parce que c'est quand même un petit peu particulier. Le Kosovo est sûrement le seul pays d'Europe à avoir vécu ces 2 mois de confinement en état de crise politique permanente. Effectivement, un nouveau gouvernement a été formé, a été adopté, enfin approuvé par le Parlement tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'est pas du tout certain pour autant que le Kosovo soit durablement sorti de la crise politique, parce que je crois que ce gouvernement est très faible tout de même. Il y a une marge de manœuvre limitée. Oui, c'est clair. Et en fait, justement, pour revenir à ça, on voit très bien que, comme on dit, pendant la pandémie, même la pandémie n'arrête pas les affaires. Et c'est justement le Kosovo qui a démontré le mieux qu'en pleine crise de pandémie, il y avait une lutte abominable entre deux pères de la nation qui se luttaient l'un contre l'autre. C'était M. Kurti et M. Thaçi. Donc, on a vu très bien que pendant toute cette période de pandémie, le Premier ministre Kurti et le président Thaçi ont fait ont rendu la pandémie en une lutte personnelle politique l'un contre l'autre. Donc, même le gouvernement sortant, qui donc a été officiellement renversé par une situation de crise de pandémie, bien qu'on sait tous très bien que c'est le dialogue entre le Kosovo et la Serbie qui est la raison principale que le gouvernement est tombé. Mais officiellement, le gouvernement est tombé du moment où le président Thaçi a revendiqué un état d'urgence, qui a été rejoint par le ministre des Affaires intérieures qui revenait de la LDK, M. Agim Veliou, et qui a été donc limogé tout de suite par le Premier ministre Kurti, et qui a rendu donc le renversement ou l'auto-renversement du gouvernement, comme vous le voulez. Donc, ce qu'on a vu très bien pendant la crise de pandémie au Kosovo, c'est que d'un côté, il y avait donc cette lutte entre le président Thaçi qui a essayé d'instrumentaliser la crise de pandémie pour prendre les pouvoirs exécutifs à travers l'état d'urgence, mais d'un autre côté, vous aviez aussi le Premier ministre qui a pratiquement géré lui tout seul, avec le ministre de la Santé, la gestion de la crise de pandémie et pratiquement sans Parlement. Donc, et aujourd'hui, voilà, on a un nouveau gouvernement qui, populairement, du côté populaire, est faible, mais d'un autre côté, donc, toute cette lutte politique entre le Premier ministre et le Président a eu ses implications directes dans la crise, qui, heureusement, les chiffres, donc, comme on dit, le bilan est assez positif en général, mais il aurait pu être beaucoup plus négatif, vu qu'il n'y avait aucune coordination entre les institutions et il y avait une lutte permanente entre le Premier ministre sortant et le président actuel. Merci Belzim. Alors le temps passe, hein, c'est toujours le problème quand il y a tant de choses à dire. J'avais dit qu'on laisserait les interventions, les questions hein, de tous ceux qui nous suivent pour une seconde partie. Il y a juste une question qui nous est posée là par Jean-Marc de Vavry de Reims, qui nous demande comment les Roms ont vécu la situation dans tous les pays de la région. J'ai envie de vous la poser tout de suite, cette question. Comment est-ce que les Roms ont... Qui voudrait répondre? Je Simon? Oui, vite fait, bah, très mal, bien sûr. C'est un grand problème en Serbie. Pour le Serbie, je le sais du terrain, parce que très souvent dans les régions où les Roms habitent, déjà exclus, il y a un manque d'eau courante. Ils ont été aussi très affectés par le lockdown économique et beaucoup d'entre eux ont perdu leur travail journalier et il n'y avait aucune réponse gouvernementale de la part de la Serbie pour les vraiment aider. Il y a surtout la société civile qui sautait dans la brèche et qui a essayé de en fait, donner des paquets d'aide et de secours tout immédiates. Et Krovna Glavom, par exemple, et d'autres A11, par exemple, c'est des noms des ONG qui ont aidé et qui ont facilité l'aide. Et je sais que ça va être un point focal de l'aide de l'Union européenne, d'approvisionner de l'aide immédiate à ces populations très faibles.
Merci Simon. Et Hilda, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, justement, récemment, on a eu un cas, une femme de 39 ans qui mendiait dans la rue est décédée faute de, selon ses proches, elle était membre de la communauté Rome, selon ses proches, disait qu'il y avait un ping-pong entre les hôpitaux à Tirana. Personne ne l'acceptait parce qu'il disait, elle était obèse, elle souffrait de diabète aussi, et ses proches disaient qu'elle avait des signes de Covid. Ils appelaient le numéro vert mis à disposition pour ça, mais qu'on lui disait, voilà, essayez de rester chez vous et d'être soignée. Elle était très lente, on l'a amenée à l'hôpital et aucun des médecins ne l'acceptait. Et du coup, elle est morte chez elle en laissant 2 filles orphelines. Et entre-temps, donc, justement, ses proches et sa famille disaient que voilà, il y a eu un comportement raciste par rapport à son cas. Mais c'est l'unique cas pendant toute la pandémie qu'on a pu révéler ça dans les médias. Merci. Peut-être, ça serait intéressant de passer à un autre aspect qui sont les conséquences géopolitiques de cette pandémie. Euh, on a beaucoup constaté, je crois, dans les différents pays, que l'Union européenne était très peu présente, en tout cas beaucoup moins que ce qu'auraient souhaité, ce qu'attendaient les populations et les gouvernements de la région. On a vu aussi, au contraire, d'autres acteurs géopolitiques jouer un rôle important, bien évidemment la Chine. Il faudrait aussi parler de la Turquie, je pense. Et puis, il y a, pour le coup, c'est intéressant aussi de parler de ceux qu'on attendait, qu'on n'a pas trop vus. Personnellement, je n'ai pas vu du tout la Russie être présente dans cette crise. Mais sur ces aspects géopolitiques, qui voudrait peut-être, Milica, tu pourrais nous évoquer un peu la situation en Serbie? Oui, disons qu'en Serbie, ça a été effectivement très clair, très spectaculaire. Le rapprochement du président Vučić avec la Chine n'a fait que ça s'accentue, hein, ça fait des années que ça dure, même si les fondations du rapprochement entre la Serbie et la Chine ont été posées du temps du président Tadić. Mais bon, en ce qui concerne le président actuel Vučić, c'est un peu chasser le naturel, il revient en galop. Il était quand même l'ancien ministre de l'information du temps du régime de Slobodan Milošević. Il était membre du parti d'extrême droite de Šešelj. Il est naturellement plus proche d'un régime comme celui de la Chine que de ce que propose l'Union européenne et les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc, le processus de l'intégration européenne traîne en fait depuis des années. Les chapitres restent ouverts, la corruption, l'oligarchie, les droits humains bafoués, c'est un peu ce qui caractérise la Serbie d'aujourd'hui. Et même si l'Union européenne est le plus grand donateur, le plus grand investisseur, partenaire commercial, c'est l'Union européenne qui a été fustigée par le président Vučić au début de la pandémie. Il a parlé de manque de solidarité de l'Union européenne, déclarant que cette intégration n'était qu'un conte de fées et que seule la Chine pouvait aider, et notamment le grand frère, il cite le président chinois. Il a ainsi juré devant caméra et télévision, et ça a été répété à moult reprises, une amitié éternelle en acier avec le leader chinois. Et lorsque la Chine a envoyé les premiers avions avec l'aide médicale, elle a été reçue en grande pompe, cette aide. Le président s'est déplacé lui-même à l'aéroport. Là aussi, il y a eu toute une mise en scène. Et les symboles de la capitale ont été décorés aux couleurs du drapeau chinois, notamment la fontaine sur la rotonde de Slavia. Par contre, il n'y a eu aucun spectacle lorsque l'aide de l'Union européenne est arrivée, qui était pourtant bien plus importante. Elle s'est élevée à 93 millions d'euros, alors que pour l'aide chinoise, on n'a pas de chiffres. Même l'ambassade de Chine n'a pas voulu donner de réponse aux journalistes qui me posaient la question.
les chefs de l'équipe chinoise qui est en Serbie depuis 2 mois ont été décorés des plus hauts insignes militaires récemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour le président Vučić, la situation est délicate dans la mesure où la Chine a préféré sans doute voir la Serbie intégrer l'Union européenne. Donc, il est tout le temps en train de calculer parce que la Chine a choisi la Serbie comme le pays principal sur sa nouvelle route de la soie, en tout cas le pays principal de la région. Et le soutien de la Chine pour Vučić est enfin important pour une raison également essentielle que souligne nombre d'économistes, c'est que sur le plan économique, ils investissent en Serbie, mais la plupart de ces investissements sont des prêts et ces prêts sont opaques. Donc, ça permet finalement au président Vučić de bénéficier de sommes importantes dont on ne connaît pas bien le montant, mais qui en tout cas échappent aux règles de transparence qu'exigerait l'Union européenne. Et cette coopération est maintenant à son comble grâce à cette pandémie. Merci Milica. Peut-être sur la Turquie, Hilda ou Belgzim, vous vouliez préciser un petit peu quelque chose? Peut-être Hilda. Bon, pour la Turquie, c'est depuis le début de gouvernement Rama, la Turquie, Erdogan, c'est un peu le grand frère. Ça a remplacé un peu. Donc, il y a eu pendant l'épidémie, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'aides. Il y a eu beaucoup d'aides venues directement de la Turquie. Mais notamment, à part, il y a eu de la Turquie et de la Chine aussi. Mais bon, la Turquie, c'est aussi un partenaire pour le gouvernement actuel, un partenaire stratégique. Par contre, là où je voulais toucher justement, c'est par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, à mon avis, en Albanie a été assez présent. Et je trouve que, bon, on a eu quand même la bonne nouvelle en pleine pandémie de l'ouverture des négociations. Mais en même temps, ensemble avec la Macédoine du Nord, mais en même temps, là où je trouve que l'Union européenne a été très positive par rapport à nos pays, de toute la région, c'est le fait de faire les procurations. Donc, ils ont donné la possibilité, même aux pays qui sont pas candidats, donc qui sont en cours de candidats, d'avoir les mêmes, de suivre, donc pour tous les médicaux, pour tous les toutes les mesures d'hygiène, les médicaux qu'on avait besoin pendant la pandémie. Ils ont ouvert, donc, ils ont donné la possibilité à l'Albanie et aux autres pays de la région d'avoir le même standard que les pays membres de l'Union européenne. Donc, ça, je dis que, bon, ça a été quand même une présence et c'était aussi un signe que la porte est ouverte. En effet, et c'est important de rappeler qu'effectivement, la décision vers le Oui, feu c'était l'ouverture. pour donner un peu d'espoir aussi, et qui sont là, justement, c'est pour faire un clin d'œil aussi à la Chine et à la Turquie en même temps, je pense. Dans les réactions, là, on a un de Benedict Williams qui évoque la Hongrie à propos du cas de la Slovénie. Peut-être, effectivement, quand on parle de l'Union européenne, il y a aussi, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, cette incertitude de qui parle-t-on, puisque je crois qu'il y a aussi une politique particulière du groupe de Visegrad et notamment de Viktor Orban. Alors, j'ai envie de passer la parole à Mimi Podkrajnik pour revenir sur ce lien fort entre Janez Janša, le Premier ministre slovène, et son homologue Orban en Hongrie. J'ai quand même envie de rappeler avant cela que les relations sont également très bonnes entre Viktor Orban et Aleksandar Vučić, le président serbe. Les deux hommes, si je ne me trompe pas, étaient ensemble à Budapest le 15 mars et
à nouveau tous les deux ensemble à Belgrade le 15 mai, donc au Voilà. début et à la fin de cette période, ce qui montre bien comment Viktor Orban construit ses propres réseaux d'influence politique dans la région, qui sont les réseaux du groupe de Visegrad, qui sont des réseaux en tout cas tout à fait séparés de ce que serait la politique de l'Union européenne. Mais peut-être, Mimi, sur cette relation fusionnelle entre Janez Janša et Viktor Orban. On sait bien qu'ils sont de bons amis, on le dit, hein, et puis j'ai déjà mentionné les médias financés par les capitaux hongrois proches du Premier ministre hongrois. On peut dire que chez nous, il y a une certaine peur. On a peur, on craint que le gouvernement droitier, on dit souvent ultra-droitier de Janez Janša, mène le pays sur la voie illibérale, hein, par son homologue hongrois. Et puis, et on a peur, ou bien on craint qu'il oriente la Slovénie trop vers le groupe de Visegrad. Donc, c'est une peur qui est présente. Hein. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Hein. On a également Jean-Thomas Bello, toujours cette question des influences géopolitiques, qui nous pose une question que j'ai presque peur de transmettre à Belzim, parce qu'il va falloir que tu répondes, Belzim, de manière courte. La question, c'est quelle a été, selon vous, la part de l'influence étrangère, concrètement celle des États-Unis d'Amérique, dans la crise kosovare? Une réponse courte. On peut dire que c'est pratiquement les États-Unis qui étaient l'acteur principal du renversement du gouvernement Kurti à travers l'émissaire spécial de Donald Trump, M. Richard Grenell. Mais justement, cette lutte géopolitique, elle est un peu au-delà aussi de l'influence des États-Unis, mais c'est aussi les États-Unis. On a revu à travers la crise kosovare pendant la pandémie, la crise politique, qu'il y a un grand fossé aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis sur la question du dialogue, quoi. Parce que même quand on a vu la motion de censure, de défiance du gouvernement, nous avions un engagement direct du ministère des Affaires étrangères allemand et français d'un côté et un autre engagement de l'administration américaine de l'autre côté, quoi. Donc, alors que le président Thatcher, évidemment, s'est retourné clairement vers l'administration américaine, on a vu que Kurti a essayé donc de se rapprocher avec certains cercles de l'Union européenne et surtout avec l'Allemagne, et ceci a créé plus de problèmes réellement politiques internes qu'il ne les a réglés. Donc aujourd'hui, la géopolitique, le confrontement entre Washington, si on peut appeler ça un confrontement entre Washington et Berlin, est très présent sur les développements actuels politiques sur le Kosovo, qu'on a vu même aujourd'hui avec l'élection du nouveau gouvernement, qui a été félicité directement par l'envoyé spécial de Donald Trump, M. Richard Grenell. Alors que l'Union européenne aussi a félicité donc ce nouveau gouvernement, mais d'un autre côté, est un peu plus sceptique, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette crise du Kosovo, cette crise politique a démontré le mieux, justement, ce problème qu'il y a aujourd'hui les différends qu'il y a entre Berlin et Washington, Berlin et Paris, disons, si on peut parler comme ça, ou allez, disons Bruxelles, et Washington sur la question du dialogue du Kosovo. Donc, les acteurs, la lutte interne politique entre M. Kurti et M. Thaçi a aussi reflété sur ces questions géopolitiques. Donc, chacun avait choisi un peu son camp contre l'autre. Oui, alors ça, cette question du dialogue Kosovo-Serbie et des différences géopolitiques d'approche entre les acteurs internationaux, c'est quelque chose que nous suivons depuis longtemps au Courrier des Balkans, et c'est clair qu'on est encore très très loin de la fin de ce feuilleton. Apparemment, certains d'ailleurs gagnent pas mal d'argent avec cette histoire. On avait aujourd'hui sur le Courrier un article reprenant l'enquête commencée par nos collègues de Pristina Insight à Pristina, donc montrant comment une agence de communication française avait touché 168 000 € pour faire la promotion d'un échange de territoire. Ça montre bien comment le sujet, je crois… Changement de frontière. Changement de frontière, voilà. Pas la même chose. Comment ce sujet intéresse beaucoup de gens, même si on peut se poser la question, pour le coup, de la réalité. Non, mais juste peut-être pour revenir, parce que, brièvement, donc, d'un côté, la crise politique qu'il y a eu pendant ces 2 derniers mois, elle a remontré aussi la faiblesse de l'Union européenne. Donc, qu'on peut voir dans toute cette question de l'intégration des Balkans occidentaux,
mais principalement aussi sur la question du Kosovo et du dialogue avec le Kosovo et la Serbie. Donc pendant ces 2 mois, malheureusement, on a revu donc cette forte faiblesse de l'Union européenne dans les politiques d'intégration et par rapport des Balkans occidentaux. Et évidemment, dans des cas comme ça, c'est l'administration américaine qui rebondit comme un des facteurs principaux. J'ai envie de lire une question là qui vient d'arriver, une question de Vladimir Šestović qui écrit: Bonjour, les élections en Serbie ont été mentionnées par Simon Hills, je crois bien. L'UE s'obstine à tenter d'inciter l'opposition à participer à ces élections, malgré le fait qu'aucune condition n'était mise en place pour avoir des élections libres. Simon, est-ce que tu pourrais un petit peu peut-être rebondir cette politique européenne? La politique européenne vis-à-vis des élections en Serbie? Et d'une part, et puis peut-être de manière aussi plus générale. Oui, voilà. En gros, comme j'ai dit, en fait, les élections ont été annoncées effectivement pour le 21 juin et c'est vu très critiquement par beaucoup d'acteurs internationaux comme le Conseil de l'Europe parce qu'il n'y a que 3 semaines maintenant de campagne. La campagne a commencé avant-hier et les conditions ne se sont effectivement pas améliorées, même avant. Et je dirais même que c'est vraiment le drame serbe. Les dernières 2 ans, peut-être même plus longtemps, mais tout a commencé avec les mobilisations dans la rue. Jedan od 5 milijuna, 1 sur 5 millions. Il y avait un processus de médiation mis en place d'abord par le Open Society Foundation et après un essai de en fait, rattraper cette médiation par le Parlement européen. Et ça n'a donné malheureusement aucun résultat. Et ça, c'est aussi ça pour 2 raisons. Une raison parce que le gouvernement de Vučić n'a pas vraiment montré une volonté de changer quoi que ce soit, surtout pas sur le plan médiatique, les libertés de presse et médias et d'opinion. Et de 2, à cause du positionnement et du comportement de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas non plus dire malheureusement, et c'est pour ça que c'est un drame selon moi, que l'opposition a vraiment activement travaillé pour une amélioration des conditions. Ils se sont aussi abstenus, ils ne voulaient même pas partager ou participer aux négociations. Et du coup, l'Union européenne, ses émissaires se sont retrouvés à eux négocier avec Vučić, avec le parti de Vučić, pour une amélioration des conditions électorales en Serbie. Et finalement, l'opposition est restée sur le boycott. Bon, le boycott, c'est une grande discussion, c'est un grand débat. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne stratégie de l'opposition d'aller dans cette direction-là, mais certes, ils ont des bonnes raisons parce que les conditions sont vraiment très fermées et très difficiles. Mais c'est vrai aussi qu'après la pandémie, après que le coronavirus a été en Serbie, les acteurs politiques ont reconsidéré en fait leur positionnement par rapport au boycott. Et il y a certains groupes d'initiatives citoyennes qui ont resté sur le boycott après avoir consulté avec leurs membres. Et d'autres comme PSG, ça s'appelle le mouvement des citoyens civiques. Ouais, comme ça en français. Libre. Voilà. Citoyens libres. Ah oui, voilà. Voilà, merci. Ils ont changé du coup leur positionnement. Ils se sont dit, OK, on va essayer de participer à ces élections-là et on va y aller. Voilà, c'est un parti sur beaucoup de centaines de partis. Et je dirais, status quo d'aujourd'hui, ces élections auront lieu vraiment dans des conditions extrêmement difficiles et avec pas beaucoup de participation, à mon avis. Sauf si les chiffres sont corrects. J'ai envie de te reposer la question de Vladimir Šestović. Pourquoi est-ce que l'Union européenne appelle les partis à participer, les formations d'opposition à participer aux élections malgré tous ces problèmes-là? Comment est-ce que tu comprends cette attitude de l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas
C'est à moi encore, pardon? Oui, oui, oui. Ok, pardon. Encore une fois, la question, désolé. Non, comment est-ce que tu comprends cette attitude de l'Union européenne qui se contente de dire qu'il faut participer aux élections? Bon, enfin, je pense dans la tête des acteurs de l'Union européenne, c'est mieux de participer et essayer de faire quelque chose ou montrer en fait des cas d'exclusion du processus électoral. C'est mieux de faire ça par rapport à en fait s'abstenir dès le début. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent l'Union européenne veut juste justifier les élections de Vučić et avoir pas de problème en Serbie. À mon avis, la vérité est encore un peu entre les deux parce que il n'y a pas vraiment une stratégie de boycott. C'est ça le grand problème. Il n'y a pas non plus une mobilisation active basée sur certains concepts ou certaines valeurs et libertés qui justifient ce boycott. Du coup, il y a juste un boycott et ce que va se passer, malheureusement, pour l'opposition, ils vont s'effacer complètement de la carte politique de la Serbie. Et pas seulement sur le plan parlementaire, mais aussi sur le plan local, municipal, partout dans le pays. Du coup, la relance politique après d'une opposition sera encore plus difficile. Mais le fait est tout de même que durant ces semaines de confinement et souvent de crise politique, pas seulement sanitaire, les sociétés civiles, bon, bien sûr, ont été dans un premier temps assommées, disons, par le début des événements, mais très vite se sont réveillées. La période n'a pas été du tout atone dans la plupart de nos pays. On a justement une question de Chloé Demoulin qui nous demande comment la population a-t-elle réagi à ces nouveaux tours de vis. Il y a également un autre participant, Olivier Bonny, qui nous demande comment la société civile réagit, comment les ONG ont réagi à la crise. De fait, la contestation ne s'est jamais éteinte, que ce soit à Belgrade, à Pristina, ou bien évidemment à Ljubljana ou à Tirana. Alors là, peut-être, Mélissa, on pourrait commencer par Belgrade avec la reprise de ces manifestations au balcon. Oui, Belgrade disons que de manière générale, une grande partie de la population en Serbie a été assez exaspérée par la manière dont le président Vučić et les autorités en général ont géré la crise du Covid. Alors, évidemment, on peut se féliciter du fait que finalement, on déplore relativement peu de décès, 245 sur une population de 7,5 millions. Mais la manière dont toute la gestion de la crise a été mise en scène et la propagande ont véritablement été un facteur qui a poussé beaucoup de personnes à, au départ, participer au casserolade, je crois que ça s'appelle maintenant en France. En tout cas, il s'agissait de taper dans tout ce qui pouvait faire du bruit à 20h05, donc 5 minutes après des applaudissements au personnel médical. Et là, il y a eu beaucoup de monde qui a participé dans toutes les villes de Serbie, mais beaucoup à Belgrade. Et ce mouvement a été ça a été démarré à l'appel du parti politique de Boris Tadić et repris par les initiatives citoyennes, justement, notamment Ne davimo Beograd, qui est le mouvement, une association citoyenne belgradoise. Et la réponse des autorités a été très radicale. Ils ont organisé, donc le parti au pouvoir, le Parti progressiste serbe, a organisé ses supporters de football pour répondre à ces manifestants qui faisaient du bruit à 20h05 et a envoyé notamment des gens sur le toit des immeubles avec des flambeaux. Ils sont parfois rentrés de force dans les immeubles et dans les jours qui ont suivi le départ de cette contestation, il y a eu quasiment des incendies sur le toit des immeubles, notamment à Novi Beograd. Et ça a instauré
disons que ça a réveillé finalement cette guerre dans la société entre les pro-Vučić et les anti-Vučić dans la lignée, dans la continuation finalement des manifestations qui ont démarré en décembre 2018. Alors, je crois qu'il y a aussi des concerts. Un an et demi. Je crois qu'il y a aussi eu quelques concerts de casseroles au Kosovo. C'était essentiellement les partisans d'Albin Kurti. Et au-delà des sympathisants de Vetëvendosje, il y a des gens qui contestaient le scénario politique de renversement de son gouvernement. Est-ce que ce mouvement peut continuer, Belgzim? C'était quand même, oui, c'est vrai que c'était un peu animé par les membres de Vetëvendosje, du mouvement de gauche nationaliste de Kurti, mais c'était quand même des casserolades, des citoyens qui étaient mécontents en raison du renversement du gouvernement en pleine pandémie, quoi. Donc il était bien clair qu'il y avait un mécontentement avec ce qui se passait entre les partenaires de la coalition qui ont renversé le gouvernement en pleine pandémie, indépendamment de qui était indépendamment des raisons. Maintenant, il est un peu difficile de ce qui se passe actuellement, enfin, selon ma perspective à moi au Kosovo actuellement, en ce qui concerne la société civile, c'est que cette tendance de forte polarisation entre le président Thaçi et Albin Kurti a tendance aussi un peu à polariser aussi la société civile et en les rendant partisans de l'un ou de l'autre, quoi. Et ça peut avoir un effet positif d'un côté, mais ça peut aussi avoir un effet négatif où on viendrait un peu à partiser un peu la société civile, qui est bien d'être politisée, mais à un moment, cette tendance, on arrive un peu, la société civile arrive à dire où tu es avec Thaçi, où tu es avec Kurti. Et je pense que ça, ce ne serait pas positif pour la société civile au Kosovo, quoi. Mais ça dépendra des développements dans l'avenir. Et on verra comment vont se dérouler, parce qu'avec un si faible gouvernement qui vient d'être créé aujourd'hui, si jamais il n'y a pas de résultat dans le dialogue pour un accord éventuel entre la Serbie et le Kosovo, on sait tous que les Américains veulent un accord très vite, et s'il n'y a pas cet accord, après les élections serbes et américaines, il est peut-être possible qu'on rentre dans une nouvelle crise institutionnelle pour avoir de nouvelles élections, un nouveau gouvernement. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que dans ce sens, dans cette tendance de polarisation entre ces deux pôles-là, entre Thaçi et Kurti, nous avons de plus en plus de sociétés civiles qui a tendance à se camper avec l'un ou avec l'autre. Et ça, ce serait dommage. J'ai juste envie quand même d'ajouter un petit point historique. Cette technique de casserolade, bon, c'est pas une spécificité balkanique, hein, ça s'est fait dans beaucoup de pays, le Chili ou partout ailleurs. Mais enfin, dans les Balkans, ça rappelle quand même, je crois, aussi bien en Serbie qu'au Kosovo, les années Milošević, c'était souvent la seule forme de contestation possible, de faire du bruit à son balcon. Alors, en Albanie, là, par contre, la situation est un petit peu différente, puisque alors que la pandémie arrivait sur son terme, il y a eu cet événement majeur de la destruction du vieux théâtre national de Tirana. Alors, une destruction qui est programmée depuis longtemps, avec une résistance des acteurs, des comédiens, de la scène littéraire albanaise. Et là, pour le coup, quand le théâtre a été détruit, les gens sont descendus dans la rue, ont manifesté, sans tenir compte des mesures sanitaires, pour le coup. Et comment est-ce que ce mouvement peut évoluer, Hilda, à ton avis? Tout d'abord, avant d'arriver au moment, il faut juste rappeler que quelque chose d'extraordinaire s'est arrivé à Tirana et en Albanie même. Depuis 2 ans et demi, donc 27 mois, il y a eu ce groupement qui s'appelle l'Alliance pour la protection du théâtre, dont des gens de toutes bords, de droite, de gauche, citoyens de Tirana. Ils ont occupé la place entre les deux théâtres. Donc, un agora, ils ont improvisé un agora en plein devant le Théâtre National et ils ont décidé de protéger, même avec leur corps, le Théâtre National. Au fur et à mesure, ce lieu, ce agora de l'Alliance pour la protection du théâtre, ça a vraiment donné, ça a été un terrain fertile
pour un mouvement de la société civile, des vrais, des voix assez indépendants, de tout, comme j'ai dit, de toutes bords. Donc, on a eu des illustres intellectuels comme Aurel Plasari, comme Fatos Lubonia, comme Ardian Krasta, les meilleurs journalistes albanais, donc les anchors des télés qui étaient les plus importants. Donc, ils ont pris la parole tous les soirs à ce lieu-là, à côté des étudiants, à côté de plusieurs courants de mouvements de droite et de gauche. Et justement, ça, c'était un symbole de la résistance pour la première fois. Pendant 30 ans de transition albanais, on a vu vraiment naître un mouvement atypique, mais qui continue maintenant son chemin. Bien sûr que grâce à ce mouvement-là et à un groupement de ONG de la culture, ils ont pu réussir à inscrire le Théâtre national, le bâtiment, que malheureusement, pendant la pandémie, a été démoli par le gouvernement, à Europa Nostra, comme l'un des sites en danger. Donc, il y a eu il y a eu une renommée internationale. Vous-même, vous, Jean-Arnaud, et vous étiez présent avec d'autres personnes, vous avez pu les voir et les rencontrer. Donc, il y avait quand même tous les soirs un mouvement qui a tenu la route pendant 2 ans et demi. Et je pense que là, maintenant, ils ont d'autres, maintenant, ils sont, ils ont rechangé un peu leur position. Maintenant, ils sont devenus une sorte de mouvement qui traverse l'Albanie. Ils font tous les soirs des manifs après avoir fait 3 manifs à Tirana après la démolition, même pendant l'état d'urgence. Donc, on n'avait pas le droit de se rassembler. Depuis, ils continuent dans toutes les villes d'Albanie. Il y a ils veulent changer le système. Il y a beaucoup de revendications, mais la principale revendication que ce mouvement a est liée au Théâtre national. Ils veulent à tout prix qu'il y ait un nouvel théâtre qui se construit, mais le même, identique à celui d'avant. Donc, il y a tout un projet d'un groupe d'architectes qui sont liés à Europa Nostra et on suit un peu ce que ça va donner. Mais partout, dans tout le pays où ils vont, donc ils ont fait les plus grandes villes, ils ont fait Shkodra, que ça a été un grand rassemblement, même d'artistes, même d'intellectuels sur place. Donc, ça suit son cours. On verra, mais bon, c'est quand même dans un terrain. Après la pandémie, après la crise, on commence, on enchaîne toujours dans nos sujets politiques assez épineux. Donc, on a toujours la réforme de justice, on a toujours le problème. Là, maintenant, on est en cours de faire une réforme électorale. Donc, il y a des sujets à chaud et donc le théâtre passe un peu, et ce mouvement citoyen passe un peu en deuxième degré, mais il est toujours présent et ça a pris tout un mouvement national. Merci, merci Hilda. Et alors, dernier cas assez fort tout de même, c'est Ljubljana, la Slovénie, où là on manifeste à vélo. On manifeste à vélo, on fait de la bicyclette autour du Parlement, au centre-ville, etc. tous les vendredis depuis la fin du mois d'avril. On hurle à bas les voleurs, je sais pas, dégage, démissionne, etc., etc. Donc, on peut dire que le vélo est devenu le symbole du front citoyen anti-Ancha et le vendredi le jour, il faut dire non. Donc, on dit non, je sais pas, à la corruption. Il faut dire que lors de cette pandémie, de cette crise sanitaire, plusieurs affaires liées à l'achat de matériel médical ont surgi. Et puis, on dit non à la politique écologique, on dit non au gouvernement ultra-droitier qu'on a déjà mentionné ici. Donc, c'est sympa, évidemment. Je ne suis pas sûre que les manifestants soient de tous bords politiques, parce que je ne vois pas parmi eux les sympathisants de la droite radicale, par exemple, de Janša. Et puis, c'est sympa, mais on peut se poser ce qui
irrite, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est assez, hein? Parce que je pense qu'il nous faut un nouveau contrat social, mais qui pourrait le faire, hein? Pour l'heure, on ne voit personne, honnêtement. Et puis, il faut aussi que l'opposition parlementaire fasse son travail, hein. Donc, que l'opposition politique fasse son travail au Parlement. En effet. Merci Mini. Alors, on a aussi toujours pas mal de questions qui arrivent sur le chat. Il y a une que nous n'avons pas du tout évoquée encore, qui vient de Claydie Secrezi, qui nous demande, vu les conséquences de la pandémie dans la société, pourriez-vous nous éclairer sur les statistiques des violences conjugales? Et elle ajoute, apparaissent-elles dans les médias? Alors, pour ce qui est du Courrier des Balkans, on a publié plusieurs articles, je crois, notamment au Monténégro, en Macédoine. On a un article sur la situation en Bulgarie qui doit paraître normalement demain ou après-demain. Mais est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce point des violences familiales, domestiques ou conjugales durant la pandémie? Oui, Simon, peut-être? Oui, merci. Merci pour la question. Je pense, une thématique très importante. Je n'ai pas une très longue réponse avec beaucoup de statistiques, mais on était pas mal en contact avec notre bureau de la Fondation, avec des groupes de la société civile, des centres de femmes à Belgrade, à Podgorica et à Pristina aussi. Et ils nous ont tous dit qu'ils ont une énorme hausse de cas, des fois jusqu'à 3 fois le nombre de cas des femmes qui appellent à être aidées, à être soutenues dans cette situation. Et il y avait pas mal aussi de cas où en fait le problème du confinement se mélangeait avec la violence conjugale quand par exemple il y avait des enfants entre deux parents et ils ne pourraient pas faire le transfert des enfants sans problème, ou quand les parents voulaient visiter leurs parents qui n'ont pas eu le droit de sortir. En tout cas, c'est un grand problème qui a vraiment a été tristement mis en focus par cette crise. Ouais. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui signe sous le nom spectateur anonyme qui nous invite à ne pas oublier la Macédoine du Nord, et il a raison, bien évidemment. Je rappelle juste qu'étant donné les limites de temps, nous étions contraints de mettre un focus sur certains pays. Donc, ça a été le choix de l'Albanie, de la Serbie, du Kosovo et de la Slovénie. Mais la situation en Macédoine du Nord, nous la suivons bien évidemment tous les jours sur le Courrier des Balkans, notamment grâce à notre correspondante à Skopje, Jacqueline Naumovski. Pour le coup, il y a aussi quelqu'un qui nous demande, Yannick Aroussi, si la situation sanitaire tendue en Macédoine du Nord inquiète les voisins de ce pays pour les amener à reprendre des mesures de confinement. Est-ce que quelqu'un a des idées sur ce point? Et c'est vrai que, objectivement, alors que l'épidémie semble tendre vers sa fin, ou en tout cas à la fin de cette vague-là, dans la plupart des pays de la région, il n'y a que la Macédoine du Nord où on constate une augmentation assez sensible des contaminations ces derniers jours. Belzim? Par exemple, si on prend le Kosovo, en fait, la phase de réouverture n'est pas terminée. D'ailleurs, hier et avant-hier, nous avions une légère, nous avions de nouveau quelques personnes qui étaient de nouveau contaminées. Et les autorités kosovares, en général, elles disent qu'on n'est pas encore là à proclamer la fin de l'épidémie, quoi. Donc, il n'y a pas, évidemment, on regarde aussi ce qui se passe en Macédoine du Nord, mais en général, on reste très prudent au Kosovo. Et ceci ne veut pas dire du tout que les autorités pourraient même revenir à remettre quelques mesures de restriction, de confinement de villes particulières, peut-être. On verra ce que fera le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, mais élu. Mais en général, au Kosovo, par exemple, les frontières ne sont pas totalement ouvertes pour tous les ressortissants étrangers. Il y a des fortes mesures à la frontière, avec des mesures de confinement, d'isolation pour les ressortissants étrangers. Donc, en général, par exemple, ce que je voudrais dire, c'est qu'au Kosovo, on n'est pas encore à une phase de proclamer la fin, comme a fait le Monténégro, par exemple. Donc, rien n'est terminé. On pourrait revenir en arrière. Merci Belzim. Alors, le temps passe, bien évidemment.
il faudrait tout de même aussi que nous parlions des conséquences économiques de la crise. Alors, il y a le secteur du tourisme, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les économies qui, dans les Balkans, comme partout ailleurs, ont été mises totalement à l'arrêt, en sachant que ces économies des Balkans, malgré une forte croissance nominale ces dernières années, sont des économies extrêmement fragiles et très dépendantes de leurs partenaires étrangers, concrètement du centre de l'Europe. On est dans une Europe périphérique qui toujours ressent très fortement les conséquences des épisodes de crise. Alors, pour le coup, le premier pays à avoir proclamé la fin de l'épidémie, c'est la Slovénie. Dans cette décision qui remonte au 14 mai, je crois, hein, il y avait à la fois, bien évidemment, un constat sanitaire, mais peut-être aussi des arrière-pensées économiques, non, Mimi, de la part du gouvernement slovène. Le gouvernement slovène de Janez Janša a préparé 3 paquets de mesures de soutien financier qui s'élèvent au total à 6 milliards d'euros. Hein. Et on vient de préparer un programme de soutien au tourisme slovène. Parce qu'on voit bien que la crise sociale et économique se profile à l'horizon et donc l'État s'endette, hein, ce qui n'est pas bon à long terme, mais on le fait. Hein, et pour soutenir, pour voir le tourisme slovène, le gouvernement pense avoir trouvé une solution magique, hein, parce qu'on prévoit d'offrir une quantité considérable de bons touristiques réservés aux Slovènes, donc à tout vacancier, d'une valeur de 200 euros pour un adulte et de 50 euros pour un enfant. On parle des vouchers de soutien et ils sont évalués à, c'est intéressant, à 345 millions d'euros. Le but est de sauver, comme je l'ai déjà dit, de soutenir le tourisme slovène. Car il faut dire hein, que l'année dernière, plus de 70 nuitées, % des nuitées ont été assurées par les étrangers et parallèlement, les touristes slovènes ont dépensé encore plus de 600 millions d'euros. Donc, il s'agit d'un certain protectionnisme, c'est évident, hein, mais je pense que tout le monde va le faire. Hein. Donc, je pense que les Slovènes, on a dit que 2/3 des Slovènes voudraient en profiter et ils pensent que c'est une bonne décision, que c'est une bonne solution pour aider l'économie nationale. D'autres personnes veulent intervenir sur les enjeux économiques? Milica, peut-être? En Serbie, nous avons une situation absolument formidable. On a comme toujours. Comme toujours, évidemment. On a un président et puis son ministre des Finances, Siniša Mali, qui s'est vanté hier de chiffres absolument formidables pour la Serbie. La Serbie s'est positionnée, dit-il, comme le leader économique de la région et même par rapport à l'Europe. Le PIB de croissance est de 5,1%, alors qu'en Croatie, il n'est que d'un ridicule 0,4%, dit-il. Et on prévoit une année 2021 florissante la croissance devrait être de 7%. Prévoit donc le ministre des Finances à 2 semaines des élections. Pourtant, selon les spécialistes, le déficit dû à la crise du Covid est de 7% du produit intérieur brut. L'industrie est en chute libre de 17%, alors qu'au pic de la crise mondiale en 2009, le déficit était de 22%. Et de manière générale, les citoyens, malgré les paquets de mesures économiques qui ont été prises, sont dans une situation, pour beaucoup d'entre eux, assez désespérée. Le fossé s'est encore plus aggravé entre
les riches et les pauvres. Et une mesure, disons qu'on a pu voir lundi de manière très imagée ce que ça veut dire, hein, puisque le gouvernement a promis à tout citoyen majeur une aide de 100 € sur leur compte bancaire. Au départ, ça devait être automatique, puis finalement, ils ont décidé qu'il fallait quand même donner son numéro de carte d'identité pour pouvoir en bénéficier. Et lundi dernier, lorsque cette aide devait se trouver sur les comptes bancaires, on a vu des queues monstrueuses devant absolument toutes les banques dans la capitale pour pouvoir récupérer ces 100 €. Une mesure disons qu'une image qui démontre que finalement ces 100 € étaient extrêmement importants pour beaucoup de gens malgré cette économie florissante, décrite en tout cas comme florissante, et puis surtout qui démontre que le gouvernement a fait fi d'absolument tous les conseils des économistes qui disaient que ça n'allait qu'aggraver le déficit du budget, que qu'on aurait dû se concentrer sur les populations les plus menacées et non pas faire une mesure unilatérale qui est évidemment dans le contexte des élections. Merci, Mélissa. Je vois là une question de Jean-Marc Devavry, encore sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, celui de la scolarisation. J'ai envie d'y répondre rapidement. De fait, les écoles ont été fermées dans tous les pays de la région. Le plus souvent, elles vont le rester jusqu'à la rentrée de septembre. Il y a quelques reprises très partielles des cours dans certains pays. En Croatie, je crois également en Slovénie, si je ne me trompe pas, Mimi. Voilà. En Serbie, par contre, tout reste à l'arrêt. On est donc sur des situations variables d'un pays à l'autre. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire que la situation n'est pas tellement différente dans les Balkans de celle qu'on voit ailleurs en Europe. Et comme partout ailleurs en Europe, la vraie question, c'est celle de la possibilité réelle qu'ont ou que n'ont pas les enfants de pouvoir suivre des cours à domicile. Est-ce qu'ils ont les moyens informatiques? Est-ce qu'ils ont un cadre et des soutiens familiaux, parentaux qui leur permettent ou pas de pouvoir rester un petit peu impliqués dans les études. Mais ça, la question, elle est vraie et elle se pose exactement dans les mêmes termes en France, en Allemagne, au Kosovo, en Slovénie ou en Serbie. Alors, peut-être dernier point qu'il nous faudrait évoquer. On a parlé d'économie et on parle beaucoup autour de ce concept parfois un petit peu flou de jour d'après, d'une relance verte. Est-ce que cette idée est à l'ordre du jour dans les Balkans, Simon? Ou est-ce qu'elle peut l'être? Oui, merci. À mon avis, tout à fait. Et je pense que, j'ai envie de dire que chaque crise porte aussi en elle une opportunité, une chance de justement relancer l'économie, la moderniser. Et on voit maintenant à Bruxelles que probablement en juin, pendant le Conseil des États membres, la Commission le Conseil va adopter un énorme paquet économique de stimulus économique jamais vu dans ce volume. Et un tournoi en fait vers l'investissement en Europe est une bonne signe. Et je pense les Balkans et la région des Balkans devraient absolument être inclus dans ces investissements et dans cette relance économique qui va être j'espère, mais il y a beaucoup d'espoir pour ça qui sera très verte parce que justement la Commission a adopté son programme du Green New Deal. Je ne sais pas exactement le mot en français pour celui-là, c'est le programme économique, mais en tout cas, tout un programme qui porte d'une modernisation des systèmes énergétiques jusqu'à l'économie circulaire. Et je pense qu'il y a une bonne opportunité pour les pays des Balkans. Justement, faire la transition énergétique, de sortir, au moins adopter un plan pour sortir du charbon, moderniser les moyens de chauffer les ménages.
surtout, il y a beaucoup de ménages qui sont très pauvres, qui chauffent avec du charbon à qualité très basse ou avec des déchets. Et ça aggrave aussi la pollution de l'air. Et je pense qu'on voit dans la région une pollution de l'air vraiment hallucinante qui est la plus grave en Europe. Et j'espère que en fait, cette paquet sera vraiment investi dans une relance verte partout en Europe, mais aussi dans les Balkans occidentaux. Merci Simon. Oui, sur ces enjeux de pollution de l'air, il y a quand même eu tous les hivers, et notamment cet hiver 2019-2020, avant que tout soit bloqué par la pandémie, des mobilisations récurrentes des citoyens dans toutes les villes de la région et qui s'amplifient à Skopje, à Sarajevo, mais également à Belgrade, à Pristina ou ailleurs, pour demander une meilleure qualité de l'air. J'ai envie aussi d'évoquer un autre défi environnemental important pour les Balkans, qui est celui de la construction, de la multiplication des projets de barrages, qui sont souvent des entreprises de green bashing, de blanchiment d'argent sous des prétextes écologiques. Et là, j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui concerne tous les pays de la région. Et encore une fois, les affaires se sont poursuivies durant la pandémie, notamment en Bosnie-Herzégovine. Et il y a eu pour le coup en Bosnie-Herzégovine des activistes environnementaux qui ont manifesté dans la région de Foča. C'était au début du mois d'avril, un moment où les conditions sanitaires étaient encore très, très tendues, les règles de confinement très strictes, mais ils ont réussi à manifester contre ces projets de barrage dans la région de Foča. Alors ces sujets, la pollution de l'air, la lutte contre les barrages abusifs, j'ai envie de les appeler comme ça, d'une manière générale, tous ces enjeux de la transition énergétique et de la relance verte, ce sont bien sûr des sujets qui nous tiennent tous à cœur, tant à la Fondation Henrik Böll, naturellement, qu'au Courrier des Balkans, dont nous traitons très régulièrement dans les colonnes du site. Comme il est déjà un petit peu tard et que voilà, le temps passe toujours inexorablement, je crois qu'il est peut-être bien d'arrêter là cette discussion. J'espère qu'elle a semblé intéressante à tout le monde. On n'a pas pu bien évidemment aborder tous les aspects, on n'a pas pu parler suffisamment de tous les pays, ça c'est une évidence. J'espère néanmoins que nous avons répondu à l'essentiel des questions que se posaient les participants. Je voudrais rappeler déjà encore une fois que sur tous ces sujets, les informations, les discussions, les réflexions aussi sur ces Balkans d'après, c'est des choses qui se poursuivent sur le site du Courrier des Balkans. Il y a la possibilité en ce moment de profiter d'une offre d'abonnement à 50% de réduction jusqu'à dimanche, donc d'avoir un accès total à tous les contenus du site pour seulement 30 €. Profitez-en, c'est uniquement jusqu'à dimanche. Et puis, je voudrais surtout remercier nos intervenants. Je les rappelle, je les cite encore une fois. Alors, Hilda Mara à Tirana, Belzim Kamberi à Pristina, même s'il est de fait confiné à Preševo, Mimi Podkrežnik à Ljubljana, Milica Čubrilo Filipović à Belgrade et Simon Ilse à Belgrade. Simon qui est le chef du bureau de la Fondation Henrik Böll à Belgrade, sachant que le bureau de Paris de la Fondation Henrik Böll était notre partenaire, nous a aidés pour organiser ce webinaire. Merci à tous. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.